Et oui, mes petites gerbilles débauchées, l'équipe de Power Boost profite de ses vacances à l'ombre des cocotiers, un cocktail beaucoup trop cher pour ceux qui voient la main et des idées plein la tête pour la prochaine saison. Mais comme on n'est pas chien, on compense cette absence avec des best-of et cette semaine, on fait le bilan des agriculteurs débrouillards avec du café et du thé cultivés dans les Pyrénées-Orientales, une marque de lait créée à l'initiative des éleveurs et pour terminer, une culture qu'on ne met en valeur qu'un seul jour dans l'année avec tout ce que ça demande d'adaptation. Enjoy et on se retrouve en fin de vidéo. Salut Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, je suis vraiment très heureux d'être ici parce que tu es le premier producteur de café et de thé, on va dire ici, avec un modèle économique qui est vraiment intéressant. D'où est partie l'idée de produire du thé et du café ici, dans les Pyrénées-Orientales? Alors moi je suis d'une famille de viticulteurs, donc le voir pousser le fruit, puis le transformer et le déguster à la fin, c'est quand même, j'allais dire, une petite vocation. Et puis j'avais déjà aussi travaillé à Toulouse avec des magasins de café et de thé, et l'envie d'être acteur dans la production, l'envie de maîtriser de la plante à la tasse, et puis d'avoir un terroir et revenir aussi sur le terroir de mes origines, puisque ma mère et mes grands-parents sont catalans. Et le déclic, c'est pendant la période du confinement? Bah oui, tout à fait, le temps de réfléchir un peu, puis de ne pas pouvoir voyager aussi, de ne pas pouvoir aller voir les produits que tu commercialises. Donc voilà, et en fait l'envie de produire localement. Oui, mais il faut être un peu fou pour aller se lancer ici en France, être le premier producteur de café justement. Alors de café, oui, fou, je sais pas, un petit peu d'inconscience quand même, c'est vrai. Mais bon, après, c'est vraiment une envie, c'est une passion, et puis c'est une boisson que j'adore. Après, on a essayé de rationaliser en essayant de comprendre quels sont les facteurs limitants, comment on pouvait y répondre, puis avec un peu d'agronomie, de réflexion. Bon, c'est un pari, c'est sûr, mais on espère pouvoir y arriver. Alors c'est vrai que tu es dans le domaine de l'agronomie, donc tu connais bien les différents rouages, les différentes filières, et il a fallu obtenir du capital génétique. Oui, alors pour le café, on a le CIRAD avec lequel on a un accord de transfert de matériel génétique pour avoir des variétés. Donc c'est un test variétal. Pour le thé aussi, on a une vingtaine de variétés. Donc on veut un cheptel génétique qui soit assez large pour tester ces variétés et voir laquelle va s'acclimater le mieux dans ce contexte agro et cet agro-écosystème. Alors c'est vrai que tu as choisi un modèle qui est intéressant, sous serre, mais de façon assez particulière. Oui, c'est sous serre non chauffé, en plein sol, avec un modèle de panneau photovoltaïque, parce qu'il faut savoir que les théiers et les cafés sont des plantes d'ombrage. Et les meilleurs thés du monde sont des thés japonais qu'on appelle les gyokuro, qui sont des thés ombrés. Donc ils les mettent à l'ombre volontairement pour essayer d'extraire et de faire en sorte que la plante synthétise le maximum de métabolites, de molécules qui ont des qualités organoleptiques très intéressantes. Bon, et puis c'est vrai que tu as financé parce que les banques, elles n'aiment pas prendre de risques. Alors, c'est vrai. En effet, non, en fait, j'ai surtout financé parce que j'étais incapable de faire un business plan à leur montrer. Parce que quand on avait la colonne produit, il fallait mettre une quantité et je ne sais pas du tout combien je vais pouvoir produire, que ce soit pour le café et le thé aussi. Bon, cela dit, quand je les vois ici, après 3 ans, ils sont super beaux. Ça veut dire que la première récolte, c'est pour combien de temps? Oui, donc les nuits blanches, c'est fini. On a de l'angoisse encore. Il y a quand même quelques problématiques. Mais on va récolter au mois de février, mars, là, la première récolte jusqu'à l'automne pour pouvoir entrer en phase de commercialisation dès cette année. Alors on est hyper excités. Alors, comment tu envisages la commercialisation? Quel modèle économique? Comment tu comptes le proposer? À quel prix? Alors on va avoir plusieurs thés, des thés de printemps, des thés d'automne, donc plusieurs qualités, plusieurs prix. On voudrait que ce soit au prix compétitif par rapport, par exemple, à des thés japonais. On aura des qualités premium qui vont être un peu plus chères, des qualités à 300 € le kilo, des qualités à 400, 500 € le kilo. On va essayer de faire une gamme large. Et puis en fait, on a fait des analyses sensorielles sur des petites récoltes, toutes petites récoltes l'année dernière. On a fait valider la qualité et donc on est super content, c'est prometteur. Mais là, on va encore redécouvrir cette année puisque c'est un nouveau millésime, donc on va voir ça. Jean-Marc, une toute dernière question. Alors on le voit, il y a des premières jeunes feuilles là qui sont en train de pousser, tu vas pouvoir les transformer, les commercialiser. Ton idée, c'est un peu de les commercialiser comme du vin, c'est-à-dire avec du haut de gamme, mais il va encore falloir que tu trouves qu'est-ce qui fait de plus ici ce terroir sur ce thé?
Bah écoute, tu as raison. En fait, on veut vendre du thé français, mais on veut qu'il ne soit pas acheté que parce qu'il est français, mais parce qu'il est bon. Donc on fait des analyses sensorielles avec un nouveau panel, avec l'école d'agriculture de Purpan, qui est spécialisée dans l'œnologie et le fromage. Et le thé, on est en train de monter avec eux un panel d'experts pour caractériser de manière organoleptique nos produits finis. On a commencé. Et aussi en couplant ça avec de la chimie pour caractériser les molécules particulières de nos thés. Il s'avère qu'ils sont très particuliers. Un côté iodé, un côté marin, un côté qui est légumes cuits, qui est très caractéristique de notre terroir. Bon, Jean-Marc, félicitations parce que tu es un producteur qui a su prendre des risques ici, qui va créer une nouvelle filière qui, j'en suis sûr, va réussir. Félicitations à toi. Ouais, merci beaucoup, Jean-Paul. Je vais vous parler d'une fabuleuse initiative. Il s'agit de Blanc des Pyrénées. Je suis ici dans les Hautes-Pyrénées en compagnie de Julien. Bonjour Julien. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Je suis très heureux de parler de cette aventure. Blanc des Pyrénées, tu as été à l'origine. D'où est partie l'idée? L'idée, ça vient de notre président, Thierry Ségouffin. C'est un agriculteur éleveur comme nous et qui a vu les différentes crises 2016, 2017, il y avait eu 2009 avant ça, et qui s'est dit il faut trouver un moyen de mieux rémunérer les producteurs de lait. C'est vrai qu'à l'époque, on vendait le lait à 28 centimes. Vous avez dit c'est plus possible. Surtout, il y a des variations de prix. Ouais, on a un secteur qui est très particulier. On subit le prix mondial alors que nos produits sont vendus localement. On a vu du 28 centimes. On est monté à 30, 35. Puis cette année, ce début de printemps, on est à 51 centimes. Donc vous avez dit il faut se mettre à plusieurs. Vous avez envoyé une lettre à différents producteurs. Vous avez conçu le projet. Et puis au final, combien ont répondu OK? Le début de l'aventure s'est fait à 18. 18 ont démarré avec nous pour la première brique qui s'est vendue en 2019. Et aujourd'hui, on a un groupe qui va évoluer. Donc on est potentiellement à la recherche de nouveaux producteurs pour concrétiser et faire perdurer cette aventure. En 4 ans, on peut dire que l'aventure Blanc des Hautes-Pyrénées est un succès dont on peut tirer quelques enseignements. Le premier d'entre eux, ne pas viser trop haut, trop vite. On avait plein de projets et puis malheureusement, voilà, il y a un gros groupe localement qui s'est désengagé. Donc tous nos projets qu'on avait avec eux sont tombés à l'eau. Et maintenant, on a appris à nos dépens quelque part, à voir plus petit et essayer d'avancer plus rapidement et peut-être plus agressivement sur les marchés, sans se dire on va faire des projets à très long terme qui potentiellement n'arriveront pas au bout, quoi. Qu'il s'agisse des points de vente, de la transformation ou même du packaging, Blanc des Hautes-Pyrénées a donc ainsi misé en priorité sur le local. Et c'est une démarche qui plaît aux consommateurs qui ont bien repéré la marque. Je pense que ça a parlé aux consommateurs, quelque chose de local, quelque chose qui permet de faire vivre les producteurs aussi. Et finalement après, les grandes surfaces qui vendent notre produit ont répondu à l'appel et nous ont acceptés dans leurs magasins. C'est vrai que vous avez su investir dans le marketing, vous avez créé une véritable marque. C'est la marque d'ailleurs qui porte la promesse. Oui, le Blanc des Pyrénées, ça parle aux consommateurs. Et là aussi, on a un petit groupe sur Pau, Novou, qui a fait ce design. Donc c'est grâce à eux, on ne va pas se mentir. Hein. Et la marque vous appartient? La marque nous appartient, absolument. Pour mieux rémunérer les producteurs, point de départ de la démarche, la marque mise actuellement sur un dernier levier, diversifier ses produits. Depuis le mois de février, on fait des yaourts, différents yaourts. On a rajouté les yaourts aux fruits depuis ce mois-ci. Et on espère d'ici la fin de l'année avoir d'autres produits comme le beurre, le fromage, peut-être la crème UHT aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous avez créé une structure, vous avez un salarié, bientôt 2. On a un salarié, on espère développer, oui, avec les yaourts, à en avoir un autre. Et si on peut développer plus, on le fera. La seule limite, c'est qu'il faut toujours que ça reste dans la règle de mieux rémunérer les producteurs. Merci beaucoup et félicitations Julien. Merci, avec plaisir, à bientôt. Bonjour Melchior. Bonjour. Alors, je découvre votre pépinière, c'est une super pépinière, puis vous êtes en pleine, bien sûr, en préparation du 1er mai du muguet. Pour vous, le muguet, c'est important?
C'est très important, c'est un peu ce pourquoi on est reconnu en France. Ça représente la moitié de notre chiffre d'affaires. On est un des leaders en France avec plus de 700 000 pots faits chaque année. Et c'est une période qui est vraiment charnière parce que ça tombe en plein printemps, en plein boom des pépinières et des autres plantes qu'on produit. Mais oui, c'est une grosse partie de notre activité annuelle. Vous êtes un gros faiseur sur ce marché. Comment on fait pour avoir juste le muguet au bon moment ? C'est un travail au quotidien. Nous, on a commencé à planter le 13 mars. Il y a 3 semaines de plantation. Donc le premier muguet planté en général et le premier muguet ramassé. À partir du 12-13 avril, on commence à ramasser. Ensuite, après, on joue avec la météo, on surveille la météo. On passe voir le muguet 2 fois par jour, le matin et le soir. On surveille l'arrosage. Et après, on a des moyens d'accélérer la croissance du muguet et de la ralentir. La ralentir grâce notamment aux chambres froides. Alors la culture du muguet, ça consiste tout d'abord à planter des griffes, et des griffes, on en manque. Alors il y a des griffes qui sont faits à Nantes, qui ont des sols adaptés, et des griffes qui sont faits en Allemagne. Et les deux pays producteurs de griffes ont des difficultés à reproduire les griffes chaque année. Depuis 2-3 ans, on a ce problème-là. On espère qu'ils vont revenir parce que nous, on a la demande, et aujourd'hui, ça nous pose quand même un problème. Alors, autre problème dont on parle souvent dans l'émission Power Boost, c'est un peu les pénuries organisées. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les fournisseurs ont augmenté leurs prix et oublient de les baisser ? Concernant les matières premières, alors moi je ne les accuserai pas d'augmenter les prix. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que les prix augmentent. On a le prix du pot de muguet qui est doublé cette année par rapport à l'an passé. On a les box bois dans lesquels on expédie les pots de muguet qui ont pris 40%. On a le prix du carton qui a augmenté. Enfin bref, on a le pot qui a augmenté entre 12 et 15% cette année par rapport à l'an passé. Vous arrivez à le répercuter, peut-être ça entame un peu votre marge, mais dans le fond, vous dites que ce n'est pas forcément bien, parce que si on monte trop, à un moment donné, le consommateur ne pourra plus payer. Alors oui, on s'assoit un petit peu sur la marge, mais on est obligé de répercuter un petit peu une augmentation, même si on prend un peu sur nous. Et puis il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que le muguet, c'est une tradition. On veut conserver cette tradition, et il faut que le muguet puisse se retrouver au bord des routes chaque année. Et pour ça, il faut que le prix du brin, le prix du pot, reste accessible pour les vendeurs à la sauvette. Donc nous, on tient absolument à conserver un prix abordable pour ces gens-là et à pas trop les augmenter. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour ne pas avoir un moment, une coupure vis-à-vis du consommateur, vous dites plus il y a de vendeurs quelque part au bord des routes, plus ça fait perpétrer la tradition. Oui, complètement. Ils ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux. Le muguet, c'est un jour dans l'année, le 1er mai. Et si à un moment donné, ces gens-là ne peuvent plus vendre au bord de la route, quelque part, la tradition risque de s'amenuiser et de porter préjudice à ce marché-là, qui aujourd'hui est un marché très porteur. Melchior, félicitations et puis bon 1er mai. Merci, vous aussi. Alors on espère que ce best-of vous aura plu, et pour les nostalgiques et les amoureux de machines qui sentent bon le cambouis, on se retrouve la semaine prochaine avec le best-of des increvables qui nous ont fait fondre cette année. Très bonne semaine.